Chaque minute, c'est plus de 60 heures de contenu qui est publié sur YouTube. La plateforme sur laquelle vous êtes actuellement en train de regarder cette vidéo possède près de 3 milliards d'utilisateurs et n'importe qui peut poster une vidéo. Parmi ces personnes, certaines ont de meilleures intentions que d'autres, mais parfois, on peut tomber sur un contenu qu'on n'aurait jamais pensé trouver sur YouTube. Et on apprend que tous les YouTubeurs ne sont pas nos amis. Mais avant de plonger dans cet iceberg, on se permet de vous interrompre une minute pour vous parler de notre partenaire Oli, grâce à qui on peut vivre et qui nous permet de réaliser ce genre de vidéos qui nous prend littéralement des mois. Oli, c'est une marque de boissons énergétiques avec de très bons goûts variés. En fait, c'est vraiment une alternative propre, naturelle, sans sucre, sans taurine, respectueuse de l'environnement et surtout avec des arômes et des colorants 100% naturels. Il y a plusieurs gammes, énergie, iced tea, hydratation, donc là forcément une qui colle à tes besoins. Perso, ma valeur sûre, c'est Sour Cherry, honnêtement, c'est très bon. D'ailleurs, un seul pot de boisson Oli équivaut à l'utilisation de 50 canettes, donc fini les montagnes de déchets, c'est un vrai plus. Évidemment, continuez à boire de l'eau, mais franchement, pour ceux qui, comme moi ou Joe derrière la caméra, aiment un poil trop de sucre, c'est vraiment devenu une alternative au soda bourré de calories. Donc si ça vous tente, on vous met le lien en description. Vous le savez, ça nous aide énormément et évidemment, on a des codes pour vous. Kratos et Joe 5 pour 5 € de réduction sur votre première commande et Kratos et Joe pour 10% sur toutes les suivantes. Vous savez qu'on accepte rarement des partenariats, donc si on vous parle de Oli, c'est que c'est vraiment un produit qu'on utilise et qu'on aime. Chaque commande montre à la marque que vous êtes une communauté engagée, donc si vous avez besoin d'une alternative plus saine au soda, sachez que vous nous aidez directement à vivre en commandant avec ces codes. Merci à Oli et merci à vous, la commu, pour votre confiance et pour soutenir notre travail. La célébrité. Ouais, c'est quelque chose qui attire beaucoup de youtubeurs sur internet. Gagner sa vie grâce à la plateforme, être reconnu, adulé, devenir une icône. Et si je vous disais qu'il y a des gens que ça a littéralement détruit physiquement et mentalement? Ok, pour commencer cet iceberg, je vais vous raconter l'histoire de Nicolas Perry. Mais vous le connaissez certainement si vous le connaissez sous un autre nom, Nicocado Avocado. Et vous allez voir, ce n'est pas juste l'histoire d'un mec qui mange beaucoup trop. Parce qu'on a là une véritable descente aux enfers qui s'est déroulée sous vos yeux sur YouTube. On est en 2014 quand Nicolas Perry débarque sur la plateforme. Et ça peut faire un peu bizarre à entendre si vous connaissez la suite de son contenu, mais de base, il parle de véganisme. L'étant lui-même, il partage son mode de vie, ses recettes, ses convictions, etc. Le problème, c'est qu'un jour, il commence à craquer. Nicolas a pas mal de problèmes de santé, il a des carences notamment, et surtout, il supporte très mal les critiques. Il commence à accuser la communauté végane d'être toxique, il a l'impression d'être jugé non-stop, et c'est en 2016 qu'il pète littéralement un câble et poste une vidéo qui fait pas mal de bruit, et cette vidéo, elle va tout simplement s'appeler « Pourquoi est-ce que je ne suis plus un youtubeur vegan ?» Nicolas annonce qu'il arrête tout, qu'il en a marre de se forcer, marre de mentir, marre de faire semblant d'aller bien, et à partir de ce moment-là, il se met alors à faire du contenu complètement à l'opposé de ce qu'il faisait, presque pour provoquer la communauté végane. Par exemple, on a une vidéo dans laquelle il prône les bienfaits de manger de la viande, il dédie toute une playlist entière sur le fait de découvrir la vie de non-vegan. Donc on a un vegan mange un œuf pour la première fois depuis 20 ans, on mange une pizza pour la première fois depuis 10 ans, bref, vous avez compris. Mais tout ça encore, c'est assez gentil, c'est que les débuts de sa transition, jusqu'au moment où sa chaîne prend un virage à 180 degrés. De plus en plus fréquemment, Nicolas reprend le concept du mukbang. Et pour ceux qui ne connaissent pas, le mukbang, c'est super simple. Tu te filmes en train de manger, genre vraiment beaucoup. Dans le cas de Nicolas, ce sont des quantités astronomiques de nourriture. Et le truc, c'est qu'il comprend très vite le potentiel. Du coup, il tente une vidéo, 2 vidéos, il s'enfile des ramen, des burgers, des buckets entiers de poulet frit. Et ça marche, les vues explosent. Sa chaîne décolle littéralement. Il devient viral, gagne des dizaines de milliers d'abonnés. Le problème, et on en vient au cœur de l'histoire, c'est qu'il comprend très vite que pour que ça marche, il doit tout le temps se surpasser. Nicocado doit toujours faire plus, ingurgiter des quantités de nourriture de plus en plus grandes pour satisfaire ses fans qui n'ont qu'une seule envie, le voir manger encore et encore à chaque vidéo, et c'est donc là que commence littéralement la spirale d'horreur. Il commence à manger jusqu'à vomir, il pleure en pleine vidéo, il crie, se dispute avec son compagnon, bref, c'est vraiment une descente aux enfers. Dans pas mal de vidéos, il y a cet aspect de vulnérabilité où il demande pourquoi est-ce que les gens font ça et avec son compagnon, ils se mettront à pleurer plusieurs fois.
Évidemment, il y a plein de conséquences sur sa santé, parce que lorsqu'il a commencé les mukbangs, il pesait dans les 72 kilos, et 3 ans plus tard, il dépasse les 180. Bien sûr, certains de ses fans commencent quand même à s'inquiéter, ils lui envoient des messages, des alertes, il parle d'addiction, de mise en danger, mais il continue. Et surtout, devant la caméra du moins, il nie complètement avoir des troubles de l'alimentation. Pourtant, c'est clairement faux parce que ses problèmes de santé deviennent littéralement visibles. Il se déplace également avec un déambulateur, il avoue avoir été hospitalisé plusieurs fois, et il nous parlera même de tentatives de suicide. En plus de ça, parmi sa commu, il y a quand même des gens qui sont très jeunes, donc ça vient banaliser des problèmes qui doivent être pris très au sérieux. Bref, pour lui, la situation semble inarrêtable, des critiques pleuvent littéralement, jusqu'à ce fameux jour, en 2024, où Nicolas publie une nouvelle vidéo. Et tenez-vous bien, parce que lorsqu'il apparaît devant la caméra, il ressemble à ça. I am the villain because I've made myself one. And you will continue to consume these stories about me year after year after year. Nicolas a perdu 114 kilos. Directement et en regardant droit dans les yeux la caméra, il dit que ça fait 2 ans qu'il a entamé une perte de poids et qu'il a tout fait pour que personne ne sache, tout en continuant à publier des vidéos préenregistrées sur ses réseaux. Et selon lui, et je suis sûr que vous l'aviez pas du tout vu venir, il s'agit tout simplement de la plus grosse expérience sociale de YouTube. En gros, pendant 2 ans, il emmagasinait ses commentaires négatifs sur son poids, sur le fait qu'il n'avait aucun contrôle de lui et qu'il avait des troubles alimentaires. Mais là, il nous révèle que prétendument tout serait scénarisé depuis le début, tous les craquages, toutes les tentatives de suicide même. Certains parlent même du plus grand plot twist de l'histoire de YouTube. Bon, ceci étant dit. En fait, la suite, elle est pas vraiment super claire, parce que Nikocado semble aujourd'hui continuer à faire des mukbangs, comme on le voit dans sa première vidéo après sa transformation, où il s'enfile un énorme plat de pâtes. Mais en même temps, on voit clairement qu'il mange des quantités beaucoup moins grandes qu'avant. Bref, on comprend pas trop, c'est une affaire à suivre. Mais une chose est sûre, ce youtubeur et toute son histoire montrent une facette de la célébrité et de YouTube qui peut vraiment être dangereuse pour le créateur, mais aussi pour les gens qui le suivent. Sam Pepper, c'est un youtubeur britannique qui a fait parler de lui pour ses pranks plus que dérangeants. Il crée sa chaîne le 8 septembre 2010 après une furtive apparition en télé-réalité. Et c'est finalement 2-3 ans après, donc entre 2012 et 2013, qu'il démarre son épopée dans les pranks. Et la chose qui ressort le plus, c'est qu'il est vraiment prêt à tout pour faire des vues. Et écoutez, ça marche carrément, parce qu'il atteint quand même un pic de 2,7 millions d'abonnés. Mais forcément, et un peu comme Nikocado Avocado, il est aspiré dans la spirale du toujours plus. Et le premier scandale arrive en 2014 quand Sam publie un nouveau prank sur sa chaîne. Le problème, c'est que quand on regarde d'un peu plus près le concept, on se demande vraiment comment YouTube a pu laisser passer ça. En gros, pour la faire simple, il aborde des femmes dans la rue, cache son bras sous une fausse manche, et pendant qu'elles parlent, il leur touche les fesses. Ouais, on est d'accord avec vous, c'est peut-être l'award de la pire idée possible, et justement la vidéo va se faire défoncer. Face aux critiques, Sam a tenté de se justifier en prétendant qu'il s'agissait d'une expérience sociale, visant à sensibiliser sur le harcèlement, et que les femmes dans la vidéo étaient dans le coup. Ouais, l'explication est très bancale, et ça ne convainc pas du tout. D'ailleurs, beaucoup de femmes vont témoigner contre lui et l'accuser d'harcèlement sexuel, et même d'abus. Ok, à ce moment-là, sa réputation en prend vraiment un coup, mais il n'abandonne pas et revient 1 an plus tard avec une nouvelle vidéo. Cette fois, il n'est pas tout seul. D'ailleurs, on ne le voit même pas du tout au début. Ce qu'on voit, c'est le duo de youtubeurs Sam et Colby qui se promènent en voiture quand tout d'un coup, il se passe ça. Ok, je crois que vous l'avez compris, Sam semble être celui qui se fait pranker et son duo Colby, avec l'aide de Sam Pepper, sont dans le coup. Ouais, il y a 2 Sam, c'est un petit peu perturbant. Après ça, il reste le final, la mise en scène du meurtre de Colby. Après cette scène digne d'un film, le prank est finalement révélé, sauf que malheureusement pour eux, ce n'est pas bien reçu du tout, du tout. Les gens trouvent ça traumatisant pour celui qui s'est fait pranker, et c'est juste pas marrant en fait. Même si les 3 impliqués affirment que tout était scénarisé, et que même le pranké était dans le coup, bah d'une, les gens n'ont pas envie de voir ça, et de 2,
il doute que ça soit vrai. Des pétitions sont lancées dans tous les sens pour demander à YouTube de strike la vidéo, qui comptabilise quand même 4 millions de vues. Même Anonymous va lancer des menaces à Sam pour qu'il retire la vidéo. À ce stade-là, pour que vous vous rendiez bien compte de ce qui se passe, il fait partie des personnalités les plus détestées de YouTube. Et tout ça, ça fait qu'il finit par supprimer son compte Twitter, il met toutes ses vidéos en privé et en publie une nouvelle « Je suis désolé ». Et cette vidéo, elle enterre une bonne fois pour toutes l'aventure de Sam Pepper sur YouTube. Bon, après, il a quand même su se renouveler sur d'autres réseaux sociaux, et aujourd'hui, on peut dire qu'il a même l'air de vivre sa meilleure vie, loin des scandales de son ancienne vie. Je vais maintenant vous parler d'un digne héritier de Sam Pepper. Et cette fois, c'est en Espagne que ça se passe, avec le youtubeur Reset. De son vrai nom, Kangoaren, le vidéaste a cumulé 1,7 million d'abonnés sur sa chaîne, et encore une fois, ce n'est vraiment pas rien. Et en 2016, il est surtout connu pour réaliser des défis et aussi jouer pas mal à Fortnite. Et donc vous commencez à connaître, tout allait très bien, jusqu'à une fameuse vidéo. On est en 2017, lorsque Reset a, selon lui, une idée de génie, pranker un SDF. Bon, vous allez me dire que c'est déjà un peu chelou, mais qu'il a dû faire une expérience sociale qui se finit bien, dans laquelle il améliorera très certainement les conditions de vie du sans-abri. Non. Reset a tout simplement pensé que ce serait une super bonne idée de donner au SDF un paquet d'Oreo avec la crème entre les biscuits remplacée par du dentifrice. C'est tout. Il n'y a absolument rien d'autre dans le prank, c'est juste ça. On voit le youtubeur filmer le sans-abri, qui visiblement est super content de recevoir à manger. Sauf que ce qu'on apprendra plus tard, c'est que ce dernier a littéralement vomi après avoir ingéré des trop grosses quantités de dentifrice. Honnêtement, il est super con, je sais pas du tout à quoi ce youtubeur s'attendait, mais évidemment et heureusement, il s'est fait démolir sur internet. Voyant qu'il est un peu dans la merde, il sort une vidéo dans laquelle il passe 48 heures dans la rue comme pour se mettre à la place d'un SDF. Sauf que le mal est fait, c'est ultra maladroit et c'est globalement pas du tout ce qu'attendaient les gens. Mais finalement, et ça c'est peut-être la cerise sur le gâteau, il dira qu'il est peut-être allé un peu trop loin, mais qu'il faut voir le côté positif et que ça l'aidera peut-être à se laver les dents. Pas de commentaire. Bon, évidemment, toute l'histoire est scandaleuse et c'est la justice qui va entrer en jeu. Et même si Reset a utilisé tous les moyens les plus malhonnêtes pour essayer de se faire pardonner, ça ne suffit pas. Le youtubeur est finalement condamné à 15 mois de prison avec sursis et une amende de 20 000 € pour atteinte à l'intégrité morale. En plus de ça, sa chaîne YouTube a été fermée ainsi que tous ses réseaux pour au moins 5 ans. Et en fait, lorsqu'on s'intéresse au personnage et qu'on fouille un peu plus, on se rend compte que ce n'est pas du tout un cas isolé. Il aurait fait des pranks similaires avec des sandwichs aux excréments de chats, des trucs aussi vraiment très tordus. Bref, on a encore un youtubeur prêt à tout pour les vues, qui a complètement mis de côté sa morale. Si je vous parle du lycée Columbine, est-ce que ça vous parle? J'imagine que ça doit au moins vous dire quelque chose. Bon, pour vous rafraîchir un petit peu la mémoire, il s'agit de l'une des attaques les plus violentes ayant eu lieu dans un lycée aux États-Unis. Je vais pas m'étaler trop longtemps sur le sujet, on vous en a déjà parlé dans l'iceberg des pires sites internet. Ce fait divers, il a été causé par 2 tueurs, qui d'ailleurs se sont ôtés la vie après avoir commis leurs actes. Bien entendu, cette tuerie qui a causé 12 morts a horrifié le monde entier. Mais comme à chaque fois dans ce genre de situation, il y a toujours 2-3 détraqués qui vont à contre-courant. Et justement, laissez-moi vous présenter l'un de ces cas. Lynn Han est une femme qui a décidé, comme beaucoup de gens, de créer sa chaîne YouTube. Bon, jusque-là, rien d'anormal, mais vous allez voir qu'il y a 2 problèmes. Le premier, avant même de parler du fond, c'est la forme. Voyez un peu vous-même. How do you like my Eric Harris pillowcase? Oh, here's my Eric Harris necklaces. On est d'accord, elle est complètement creepy. Mais bon, en vrai, ce n'est pas ce qui pose le plus de problèmes. Le truc, c'est qu'elle voue un véritable culte à Eric Harris. Alors, vous allez me dire, mais qui c'est ce Eric Harris? Eh bien, c'est tout simplement l'un des 2 responsables de la tuerie qui a eu lieu dans le lycée Columbine. Et quand on vous dit qu'elle est fan, elle l'est vraiment. Dans l'une de ses vidéos, elle montre très fièrement un mug à l'effigie du tueur. Il y a sa photo dessus, il y a des photos de lui sur les murs. Franchement, c'est hyper malaisant à regarder. Et d'ailleurs, son comportement aussi est juste trop bizarre. Elle a l'air folle, clairement. D'ailleurs, elle le dit elle-même, l'une de ses vidéos s'appelle « J'imagine que je suis folle ». Et vraiment, il n'y a aucune exception. Toutes ses vidéos sont consacrées à lui.
Elle dit d'ailleurs qu'il doit être heureux là où il est, c'est une façon un peu déguisée de dire qu'elle approuve ce qu'il a fait. Elle a même réalisé à un moment une fanfiction qui lui est dédiée. C'est hyper glauque. Bien sûr, sa chaîne YouTube a été supprimée, heureusement. Bon, c'est toujours possible de trouver ses vidéos, mais c'est assez compliqué d'y arriver, et franchement, tant mieux. Jason Ethier, aka IMJ Station, c'est encore un nouvel exemple d'un YouTuber qui va trop loin. Et quand je vous dis qu'il va loin, c'est qu'il va carrément jouer avec la mort pour faire des vues. Sauf que, pas sa mort à lui, non, ça serait trop facile, mais plutôt celle de sa copine. Pourtant, au début, tout se passe très bien, il fait beaucoup de vidéos de type 24 heures dans un endroit où je n'ai pas le droit d'être, ça fait très old Ibra TV, sauf qu'à un moment, il va avoir des problèmes avec la justice et donc il va complètement arrêter ce contenu et va plutôt faire une série de vidéos nommée 3 AM, donc 3 heures du matin. Et cette fois, on n'est plus sur un contenu horreur, où il visite des lieux flippants, fait des séances de spiritisme, des choses comme ça. Jusque-là, c'est plutôt normal et c'est pas nous qui allons dire le contraire. Mais ça, c'était avant qu'il ne choisisse de s'orienter dans la mythomanie. Et ces mensonges commencent avec un cambriolage. En fait, le gars sort une vidéo dans laquelle il a l'air blessé, et ça c'est peut-être vrai, mais il dit qu'il s'est fait cambrioler, qu'il s'est battu contre 3 gars, et qu'il a finalement réussi à les faire fuir grâce à son courage sans limite. Bon, mis à part le fait qu'il va perdre la confiance de certains de ses abonnés, il n'y a rien de très grave en soi, c'est juste un énorme mytho pour faire des vues, mais ça on a l'habitude. Mais le problème, c'est que malgré tout, ça va marcher. Et quand ça fait des vues, bah on continue. En tout cas, c'est ce que se dit Jason. Petit à petit, son contenu devient donc problématique et très malaisant. Il fait par exemple une vidéo où il essaie de contacter avec une planche Ouija le youtubeur Etika, qui est malheureusement décédé suite à un suicide. Et d'ailleurs, on va en reparler dans une autre histoire. Et le problème, c'est que Jason tourne ça en divertissement. Et ça ne va pas s'arrêter là. En 2019, il va par exemple sortir une vidéo « Dire adieu à ma copine Alexa, repose en paix ». Et dedans, il va dire en pleurs que sa copine est tout simplement décédée d'un accident de voiture. Alors, on est d'accord, c'est triste, il a l'air complètement abattu, et les gens se posent la question parce que, mine de rien, il y a un truc qui va pas. Ça semble un peu fake. Et spoiler, encore une fois, ça l'est, mais ça ne l'arrête pas, parce qu'il va continuer dans son délire et va faire de la mort de sa copine une série de vidéos. On le voit par exemple aller se recueillir sur une fausse tombe, puis il va finalement sortir une vidéo dans laquelle il tente de contacter sa petite amie avec une planche Ouija. Et on vous le rappelle, cette dernière est pourtant bien vivante, et c'est donc les parents de sa copine qui vont se plaindre de recevoir des appels et des visites de gens qui veulent vérifier eux-mêmes si leur fille est décédée ou pas. Et donc là, c'est clairement plus supportable pour eux, ils vont proposer un ultimatum à Jason. Soit il avoue enfin tout en une vidéo, ou soit il le balance à la télé américaine. Le youtubeur se retrouve acculé et va choisir la première option et tout avouer. Il va tout simplement dire, sans trop de remords, qu'il a simulé la mort de sa copine pour faire des vues. Voilà. Mika Stauffer, c'est une influenceuse lifestyle. Elle poste des vidéos de sa routine du matin, de ses enfants, de la déco, de sa maison, bref, le contenu classique de Momfluencer. Et d'ailleurs, elle a une communauté assez engagée, pas énorme à l'époque, mais fidèle. Son mari James, lui, il est plutôt discret. Il a sa propre chaîne YouTube autour de l'automobile, mais globalement, c'est Mika qui est au centre de l'attention. Et puis finalement, c'est en 2017 que leur chaîne prend un tournant. Mika et James annoncent qu'ils vont adopter un petit garçon en Chine. Et ce qui va beaucoup marquer les gens à ce moment-là, c'est que l'enfant qu'ils choisissent d'adopter a des besoins particuliers. Il s'appelle Huxley, il est tout petit, tout mignon, adorable, et il est autiste avec un retard de développement assez sévère. Et là, il faut bien comprendre quelque chose, cette adoption, elle devient très vite le cœur de leur contenu. Et en fait, vraiment, ils en parlent tout le temps. Ils documentent chaque étape du processus, chaque rendez-vous, chaque émotion. Et en soi, à ce moment-là, beaucoup de gens sont touchés par la démarche. L'image est quand même plutôt belle au final, c'est celle d'une famille bienveillante, prête à tout pour offrir une vie meilleure à un enfant vulnérable. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'audience est là, les vidéos où il apparaît font énormément de vues, et ça, le couple l'a bien compris. Et justement, c'est là que les choses deviennent de plus en plus bizarres. Au bout d'un moment et du jour au lendemain, l'enfant n'apparaît plus sur la chaîne. On n'a aucune nouvelle de lui, et c'est un petit peu bizarre quand même, parce qu'il était littéralement dans toutes les vidéos juste avant ça. On n'a donc aucune explication, enfin ça c'est jusqu'en 2020, quand Mika poste une nouvelle vidéo. This is
Elle est avec son mari James, les deux sont face caméra, ils ont l'air très sérieux. C'est là qu'ils annoncent qu'ils ont reconfié Huxley à une autre famille parce qu'ils n'en pouvaient plus de son autisme. On vous le rappelle quand même, on parle d'un enfant de 5 ans là. Les réactions arrivent très vite et Internet s'enflamme. Les commentaires ne s'arrêtent pas, les critiques fusent et franchement on comprend. En fait le problème c'est pas juste le fait qu'ils aient décidé de s'en séparer, c'est plutôt le contexte autour. Pendant des années ils ont monétisé son image, ils ont gagné des abonnés, de la visibilité, de l'argent en racontant leur vie avec lui. Il était littéralement dans les miniatures, dans les titres, dans tous les vlogs. Et puis comme ça, du jour au lendemain, ils s'en séparent. C'est maintenant clair, les parents ont utilisé l'image du petit garçon pour faire des vues, pour susciter de l'empathie dans leur audience. Et globalement, dès que c'est devenu trop dur pour eux à gérer dans leur vie perso, ils s'en sont séparés comme on se sépare d'un vieux téléphone. Bon alors, c'est quoi la suite? Eh ben, le couple s'est retiré peu à peu des réseaux jusqu'à finalement complètement disparaître. Daniel Kim, alias Kimstar, fait partie des youtubeurs en quête de drama. Et en fait, il est même à la tête de Drama Alert, donc une chaîne centrée sur les scandales des youtubeurs. Retenez bien le nom parce qu'on va en reparler plus tard dans l'iceberg. Kimstar a révélé pas mal de scandales, certains effectivement vrais, et c'est pour ça qu'aujourd'hui sa chaîne cumule 5,3 millions d'abonnés. Mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé l'impact qu'un faux scandale pouvait avoir? Eh bien, on est en 2016, lorsque Kimstar balance une vidéo sur sa chaîne en affirmant avoir trouvé un pédophile sur internet. Apparemment, le youtubeur aurait démasqué un streamer se faisant appeler Tony, et selon Drama Alert, Tony serait en fait John Phillips, un criminel condamné. Toutes les informations jaillissent. L'homme a 62 ans, fait des streams où il joue tranquillement à RuneScape, quand d'un coup, Kimstar débarque avec toute sa communauté pour l'accuser de choses qu'il n'a absolument pas faites. Bon, c'est un peu ridicule, mais le vrai John Phillips que Kimstar pensait avoir retrouvé est en fait en prison, donc rien à voir avec Tony. Et donc le gars qui n'a rien demandé se retrouve à pleurer en stream, à devoir montrer ses papiers pour se justifier et prouver toute son identité. Et on vous le rappelle, tout ça parce qu'un gros youtubeur a attiré toute l'attention sur lui. En fait le truc, c'est que c'est pas un cas isolé. Il y a pas mal de scandales qui sont accrochés à son nom. Pour vous donner des exemples, on peut parler du site du youtubeur Etika, dont on a déjà parlé juste avant. Et justement, c'est en 2019, Etika, de son vrai nom Desmond Amofa, commence à montrer des signes inquiétants. Sur son Twitter, il publie des messages confus, un peu philosophiques et dark. Il commence à dire des choses comme quoi la vie n'aurait pas de sens. Bref, on sent très bien qu'il ne va pas bien. Mais beaucoup de gens, à ce moment-là, pensent qu'il ne joue qu'un rôle, qu'il fait ça pour le buzz et que, au fond, il va très bien. Et justement, Kim fait partie de ces gens. Et donc, pour le prouver, Kimstar a une idée. Il va tout simplement inviter Etika dans une interview. Sauf que ce que Kimstar n'avait pas anticipé, c'est que Etika a fini par sauter d'un pont pour sauter la vie. Comme quoi, sur YouTube et sur les réseaux, lorsqu'on se nourrit du drama des autres pour exister, eh ben faut toujours faire gaffe. Bon, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il y a absolument de tout sur YouTube. Il y a des vlogs, du storytelling, du gaming, et il y a aussi des sectes. Ah, vous l'aviez pas vu venir celle-là. Cette youtubeuse américaine, on vous prévient, c'est pas n'importe qui. Elle a plus d'1 097 000 abonnés au compteur, elle a publié 1800 vidéos sur sa chaîne, cumule 374 millions de vues au total. Donc oui, on parle de quelqu'un d'assez influent. Au-delà de ça, elle a publié une dizaine de livres, elle organise des formations payantes, des retraites spirituelles payantes aussi. En 2023, le magazine Watkins la place 15e dans le classement des personnes les plus influentes sur le plan spirituel dans le monde. Ok, juste pour vous donner un petit ordre d'idée comme ça là, ils ont placé le Dalai Lama en première position et le pape François en 2e. Et elle est 15e, donc vraiment pas si loin au final. Bon ok, tout ça c'est très bien, mais alors il est où le problème? Pour comprendre un petit peu tout ça, revenons un peu en arrière. En fait, dès son plus jeune âge, elle affirme avoir des capacités extrasensorielles. Apparemment, la jeune fille maîtrise la télépathie et peut communiquer avec les morts. Selon elle, c'est à cause de ses dons qu'elle a été abusée lorsqu'elle était plus jeune. Et donc finalement, ce sont ces abus qui l'ont emmenée vers la voie de la spiritualité. Ok, maintenant on y est. 26 janvier 2011, Tils One crée sa chaîne YouTube. Et là,
tout va vraiment aller très vite. Son nombre d'abonnés grimpe en flèche. Elle se met à organiser des événements, beaucoup d'événements. En gros, elle organise des conférences, toujours payantes bien sûr, et elle dure 6 heures et voilà comment ça se passe. Tour à tour, elle reçoit une personne sur scène qui va se livrer sur ses problèmes très perso et Teal va tenter de les résoudre. Alors c'est très facile pour elle vu qu'elle est dotée de clairvoyance et qu'elle a tout simplement accès à leurs pensées, que ça soit dans le passé ou le futur. Donc en fait on peut même dire qu'elle les connaît mieux qu'ils ne se connaissent eux-mêmes et c'est là que ça devient bizarre. Les gens la comparent à Jésus et sont prêts à dépenser des sommes monumentales pour la voir en vrai. On parle quand même de places qui vont de 80 à 1555 $, donc ouais, elle se fait pas mal d'argent sur le dos de ses abonnés en leur faisant croire qu'elle peut lire dans leurs pensées. Et donc ça y est, on est en plein dedans, on est dans un mécanisme sectaire. Pour vous donner une anecdote parmi tant d'autres, un homme serait apparemment venu à l'une de ses conférences. 3 jours après, il revient chez lui, quitte sa femme enceinte de 2 mois parce que Teal lui a dit de le faire. Il part ensuite se donner à 100% dans sa nouvelle vocation, s'investir pleinement dans le business de Teal Swan, en passant ses journées à regarder ses vidéos sur YouTube et en la partageant au maximum pour l'aider à gagner de la visibilité. On vous le rappelle, elle n'a absolument aucune formation, et pourtant elle organise des conférences, des retraites spirituelles qui vont jusqu'à 9000 $. Donc ouais, ça pique un petit peu. Il y a encore tellement à vous dire, on vous conseille la vidéo de Hardisk qui en a parlé pendant 20 minutes. Nous, on a encore beaucoup de youtubeurs dangereux à vous présenter, alors descendons dans notre iceberg. Daddy O5, c'est une chaîne américaine lancée autour de 2015 par un couple. Et en fait, l'idée de Mike et Heather Martin, c'est de documenter leur vie de famille à travers des vlogs, des moments du quotidien, mais surtout des canulars qu'ils font vivre à leurs enfants. Mais très vite, ce qui était au début que de simples pranks va prendre une tournure ultra malsaine. Genre vraiment malsaine. En fait, au bout d'un moment, leur contenu principal, c'était littéralement filmer leurs enfants pendant qu'ils les faisaient pleurer, paniquer et crier. Et tout ça, c'était sous le couvert du divertissement, et ça a duré pendant des années. Et en fait, le pire, et ce qui est vraiment très bizarre lorsqu'on regarde ces vidéos, c'est que les raisons pour lesquelles les enfants se font gronder sont fausses. C'est qu'un exemple parmi tant d'autres, mais Mike le père va engueuler le petit Cody qui a 9 ans parce qu'il aurait renversé de l'encre sur la moquette, alors que c'est complètement faux. Le petit se met à pleurer, à se justifier, et les parents lui hurlent dessus, c'est difficile à voir. Et finalement, lorsque ça allait beaucoup trop loin dans l'émotion, on lui révèle que c'était un prank. Ultra drôle. Et à travers toutes ces vidéos qui vont suivre, ça devient évident pour tout le monde que ces enfants-là n'étaient pas des acteurs, mais bien des victimes d'un contenu humiliant. Et en creusant un peu dans les archives de la chaîne, il y a plein d'autres vidéos similaires qui ressortent, sauf que là, c'est encore plus sombre. On voit par exemple les enfants se faire jeter au sol par leur père, se faire engueuler à répétition, mais genre ultra vénère, et même se faire encourager à se gifler entre eux. Et ce qui est fou, c'est vraiment qu'ils ont une communauté de tartés, parce que Daddy O5, c'est quand même plus de 750 000 abonnés, même si la majorité des gens qui regardaient ça apparemment ne réalisaient pas la gravité de ce qu'ils regardaient. Et dans tout ce flot de personnes, heureusement, certains ont agi. En fait, en regardant toutes les vidéos avec un œil neuf, certains internautes ont commencé à alerter les services sociaux, et finalement les choses ont commencé à bouger, il y a eu une vague d'indignation, et le couple a supprimé presque toutes ses vidéos en n'en laissant qu'une seule sur la chaîne. Et cette vidéo, ce sont des excuses publiques, sauf que ça ne va pas suffire. Et dans tout ce drama qui prend de l'ampleur, c'est la mère biologique qui va sortir du silence. Elle prendra un avocat, attaquera le couple en justice et finalement récupérera la garde des enfants. Au final, Cody et Emma ont réussi à être extirpés de cet enfer, même s'il y a d'autres enfants sous la garde du couple. Et en fait, avec le recul, on ne sait pas comment c'est possible que les gens n'ont pas directement vu que c'était simplement de la maltraitance. Si Jordan Cheyenne avait voulu avoir un conseil sur YouTube, ça aurait été probablement de toujours faire attention au montage avant de publier. Nous en tout cas on est très contents parce que ce fail monumental de sa part a permis de révéler une imposture magistrale et bouleversante. Jordan Cheyenne, c'est une youtubeuse qui partage sa vie sur les réseaux sociaux. Vraiment, elle parle de tout, sa vie de famille avec son fils, son travail, son quotidien. Et vient le jour où malheureusement, elle et son fils apprennent que leur chiot est atteint du parvovirus. La vidéo s'appelle « Nous avons le cœur brisé ».
Alors préparez-vous mouchoirs, ça risque d'être triste. If you could pray for us, we appreciate it. I love you guys. Come here, come closer for the video. Come closer. Come closer. Come closer. Put your head right here. Come closer. Close down. Put your head down here. Attendez une seconde, on dirait qu'il n'y a pas de montage dans la vidéo. Ouais, et c'est ça le problème. On peut donc y voir Jordan et son fils dans la voiture, et alors que le petit semble vraiment atteint et choqué par la maladie de son chien, elle ne pense qu'au cadrage et au buzz potentiel de la vidéo. Elle lui dit de pleurer, de se tourner pour qu'on le voit mieux, et clairement il n'y a aucun doute, hein, elle ne semble pas triste du tout, sauf dans les moments scriptés qui devaient figurer dans la vidéo finale. Franchement, ce qui brise le cœur, c'est vraiment de voir que le petit a l'air vraiment triste, mais que sa mère s'en fout totalement. Elle veut juste exploiter sa peine au maximum pour faire le plus de vues possible. Bien sûr, scandale immédiat. Juste après ça, la femme publie une vidéo d'excuses. On commence à avoir l'habitude. Aujourd'hui, elle continue de publier et cumule quand même près de 500 000 abonnés. Bref, encore un exemple d'une youtubeuse prête à tout pour le buzz. Mr. Sleepy People, c'est un youtubeur vraiment très étrange qui a publié près de 40 vidéos dans lesquelles il se rapproche de femmes endormies pour toucher leurs yeux. Bref, cette première phrase est absolument incroyable, mais vous allez le voir, plus on plonge dans son univers et plus ça devient troublant. Sa première vidéo date de 2011. Dans celle-ci, on y voit un homme s'approcher d'un couple endormi, dans ce qui semble être une cave ou une chambre sans fenêtre. Mr. Sleepy se penche sur la femme, s'approche à quelques centimètres de son visage et commence à lui ouvrir les paupières, parfois en lui touchant directement l'œil. Personnellement, cette vidéo m'a terrifié. Et en moins d'un mois, une suite est publiée, puis une autre, et tout ce contenu cryptique et énigmatique relevant d'un fétichisme chelou va continuer jusqu'au 7e épisode dédié à cette femme qui semble s'appeler Brie. Sauf que cette Brie n'est pas du tout la seule, parce qu'au fil des années, c'est au moins 10 femmes différentes qui vont apparaître sur cette chaîne de détraqués. Et en fait, Mr. Sleepy People a un pattern bien défini, il filme toujours ses vidéos de la même façon. À chaque fois, il s'approche doucement, dans le noir, puis fait ce qu'il a à faire. Et si tout ça, c'est déjà bien dégueu, en 2014, il va y avoir un tournant dans l'une de ses vidéos. Parce que dans la description de cette dernière, il va tout simplement indiquer qu'il a léché et nettoyé les yeux d'une femme ivre. Bon là, on fait un step dans le malsain, mais heureusement, on ne le voit pas vraiment faire dans la vidéo, donc on peut peut-être se dire que c'est du bluff. Parce qu'en 2016, il va poster une vidéo intitulée « Quick Sleepy Eye Check Click ». Donc si vous parlez un petit peu anglais, vous avez déjà compris. Dans cette vidéo, tenez-vous bien, on le voit vraiment lécher l'œil d'une femme inconsciente. Mais alors là, vous vous demandez peut-être, comment est-ce que c'est possible qu'aucune de ces femmes ne se réveille? Est-ce qu'elles sont complices? Bah écoutez, il n'y a pas vraiment de réponse définie, mais il y a déjà plusieurs théories. Déjà, Mr. Sleepy People dit dans ses descriptions que les femmes sont bourrées. Donc effectivement, c'est moins facile de se réveiller, mais même au-delà de ça, en vérifiant sur internet, on a trouvé qu'il était effectivement possible d'ouvrir les yeux de quelqu'un sans qu'il ne se réveille, surtout lorsque cette personne se trouve dans un état de sommeil profond. Ce sont des détails absolument dégueulasses, mais à ce qui paraît, le port de lentilles peut aussi réduire la sensibilité de l'œil, donc bref, globalement c'est possible. Bon, après ça, il reste quand même plein de questions en suspens. Par exemple, qui sont ces femmes et comment est-ce qu'il les a trouvées? Certaines personnes pensent qu'il s'agit de copines de ses colocataires ou même de partenaires à lui. Et à votre avis, les personnes qui sont tombées sur ces vidéos, qu'est-ce qu'elles en pensent? Est-ce qu'elles ont été révoltées? Est-ce qu'elles ont été dégoûtées? Eh ben pas du tout. Parce que sous chaque vidéo, des abonnés laissent des messages du genre joue avec son nez la prochaine fois. Si tu te sens dans le mood sale, va dedans, ça pourrait être marrant. Ma femme s'endort aussi profondément toutes les nuits. J'adore jouer avec ses yeux, sa bouche et ses pieds lorsqu'elle est endormie. Si elle est aussi ivre, tu devrais aller plus loin. Bonne vidéo en tout cas. Les gars, c'est absolument terrifiant. D'ailleurs, en faisant des recherches, on s'est rendu compte que d'autres chaînes YouTube existent dans le même genre. On ne sait pas jusqu'où ça va parce que dans les commentaires, certains demandent à échanger des vidéos en privé, des emails, des numéros de téléphone. Bref, c'est un giga réseau ultra malsain. Mais heureusement, la majorité de ces chaînes n'existent plus aujourd'hui parce qu'elles ont été signalées. Mais rien que de savoir que cette pratique existe et qu'un youtubeur l'a exercée pendant toutes ces années, ça glace le sang. Ok, là ça doit vous dire quelque chose.
Ouais, c'est peut-être le premier de cet iceberg que vous connaissez. Et si ce n'est pas lui, c'est son frère Jake Paul qui a combattu Mike Tyson il y a quelques mois à peine. Et justement, c'est ce qui est fou dans l'histoire de Logan, c'est qu'il mérite sa place dans cet iceberg, et pourtant il semble bel et bien avoir réussi à rebondir, assez en tout cas pour qu'on n'en parle plus vraiment de son scandale. D'ailleurs on est curieux, dites-nous en commentaire si vous connaissiez l'histoire qu'on s'apprête à vous raconter. Bon, on va la faire courte pour le présenter. Logan Paul démarre sa carrière sur internet en 2014 et explose littéralement grâce à ses Vines. Vous savez, c'est ces vidéos courtes qui durent une dizaine de secondes. Sur toutes les plateformes, il perce littéralement via ce concept et très vite, il devient un incontournable du YouTube américain. Après ça, il s'est bien sûr diversifié, a commencé à faire des musiques, du vlog, et justement, c'est pendant l'un d'eux qu'il va se passer quelque chose. Ok, on est le 31 décembre 2017, quand Logan poste une vidéo sur sa chaîne. Nous avons trouvé un cadavre dans la forêt des suicides. Bon, on peut pas faire plus clair, le titre révèle tout de suite ce qu'il va se passer. Dans la vidéo, Logan se balade dans la forêt Aokigahara au Japon. Ok, pour ceux qui ne savent pas, cette forêt est tristement connue pour être une zone dans laquelle il y a beaucoup de suicides. Elle est aussi réputée pour être hantée, très belle hein, malgré ce qui se passe, et c'est donc ça qui attire beaucoup de vidéastes. Et alors que son expédition commence à peine, Logan Paul et ses potes tombent sur un cadavre. Mais le problème, c'est qu'au lieu de faire ce que n'importe qui aurait fait, arrêter tout de suite la vidéo, Logan continue de filmer. I'm not even fucking kidding. Do you see it? I'm not even. This isn't a fucking joke, guys. That's a fucking part. Il continue littéralement de vlogger alors qu'un corps pendu se trouve en face de lui, attaché à un arbre. Je sais pas si vous vous rendez vraiment compte à quel point c'est choquant et surtout absolument pas respectueux. La vidéo ne dure pas très longtemps et même si le visage de la personne est flouté, on le voit. Vraiment, il le filme et j'insiste sur le fait qu'il n'a pas pris de pincettes pour le faire. À ce moment-là, il a 15 millions d'abonnés et la vidéo fait 6 millions de vues en quelques heures. Malgré tout, cette vidéo se fait très vite supprimer par YouTube pour non-respect des règles. Encore heureux, après sa petite vidéo d'excuses de la part du youtubeur, un classique. Et même si les gens sont profondément choqués par ce qu'ils viennent de voir, le temps passe et le créateur se diversifie. Il réussit à rebondir et à s'éloigner de cet énorme scandale. En février 2018, sa chaîne est à nouveau monétisée, presque comme si de rien n'était. Quand on vous dit qu'il ne faut pas faire confiance à tous les youtubeurs, c'est réel. Parce que le cas de Brookhouse, c'est vraiment très particulier. On est encore une fois dans le cas d'une youtubeuse qui a mal vérifié sa vidéo avant de la publier. Et vous allez voir, c'est dramatique. Et cette erreur, ce qu'elle a fait, ce qu'elle a publié sans le vouloir, ça va lui coûter sa carrière, mais ça va au moins permettre de voir son vrai visage. De base, Brookhouse, c'est une youtubeuse dont le contenu est centré sur son chien. On est d'accord, c'est plutôt good vibes. Elle partage en gros son quotidien avec son Doberman, des jeux, des conseils d'éducation aussi. Et à cette époque, sa bonne humeur lui vaut d'être suivie par plus de 300 000 personnes, donc elle commence par se faire un petit nom. Mais jusque-là, contrairement à d'autres youtubeurs, il n'y avait absolument aucun scandale autour d'elle. Une vidéo va sortir. Les premières minutes se passent bien, comme d'habitude, puis d'un coup, plus de montage. Il n'y a plus de cut, rien du tout. On voit juste la femme qui répète la même phrase devant la caméra pour essayer d'avoir le shot parfait, toujours avec son chien derrière. Sauf que cette fois, Brooke est complètement naturelle, parce que c'est des moments qu'elle pense couper au montage. Et à un moment, alors qu'elle est visiblement frustrée de devoir refaire une phrase à cause de son chien qui est juste derrière, Brooke pète un câble. D'un coup, elle attrape son chien de manière hyper agressive, elle lui hurle dessus et le maltraite vraiment. À un moment, elle lui crache même dessus. C'est un switch total entre la Brooke souriante du début de la vidéo et la Brooke complètement sévère et violente de la suite. Vous l'imaginez, lorsque ça a été uploadé, énormément de personnes ont pu voir son vrai visage, et d'ailleurs sa vidéo va très vite se faire supprimer. Les internautes comprennent très bien de quoi il s'agit, qu'elle a publié une vidéo sans faire exprès, sans montage, et donc tout le monde va lui tomber dessus. Très rapidement, une enquête va être ouverte pour maltraitance d'animaux, et Brooke va se défendre comme elle peut en disant que c'était juste pour l'éduquer en gros, et que ce n'est jamais comme ça d'habitude. Et pour l'anecdote, la vidéo était tellement choquante pour certains, que même Logan Paul, même si c'est pas le saint des saints, va dire que c'est révoltant. Finalement, l'enquête va conclure qu'il n'y a pas assez d'éléments pour lui retirer la garde de son chien. Après ça, et c'est drôle parce que je me rappelle vraiment de cette époque, elle va continuer à sortir de vidéos comme si de rien n'était,
en super bons termes avec son chien, en faisant des jeux avec lui, en remontrant la Brooke ultra souriante. Sauf qu'Internet, n'oublie pas, Brooke va se prendre un torrent en commentaire de personnes qui n'ont pas du tout aimé ce qui s'est passé et qui vont lui dire qu'elle n'est absolument pas digne d'avoir un animal. Et donc, après plusieurs vaines tentatives, Brooke va supprimer sa chaîne, qui est aujourd'hui introuvable sur YouTube. Est-ce que vous avez déjà entendu ce pseudo Lion Maker? Bon, ça fait pas mal de temps qu'il ne publie plus, mais si vous avez été très fan de Minecraft pendant une époque, vous avez peut-être déjà entendu parler de lui. Marcos, de son vrai nom, crée sa chaîne YouTube en 2013, alors qu'il a 24 ans. Très vite, il gagne en popularité. En 2014, il atteint déjà 30 000 Cubescribers, comme il les appelle. En 2015, il obtient son 500 millième abonné, mais ça ne sera pas un moment de joie pour lui. C'est il y a maintenant 9 ans que la chaîne YouTube Drama Alert sort une vidéo. Drama Alert, ça doit vous dire quelque chose, non? Ouais, tout à l'heure, on vous avait parlé des fausses accusations qu'ils avaient fait sur un streamer de 62 ans. Et bien maintenant, leur cible, c'est Lion Maker. Dans la vidéo, on peut y entendre le témoignage d'une maman qui révèle un fait glaçant. Marcos a demandé à sa fille de 14 ans de lui envoyer des nudes. Et quand on demande à la maman si le prédateur savait quel âge elle avait avant de lui demander, elle répond que oui. Bon là, ça devient compliqué pour lui de se défendre, il va commencer à dire qu'il a été hacké, mais bon, personne ne le croit. Ok, on est maintenant en décembre 2016, et une conversation entre Lion Maker et un adolescent de 15 ans fuite. Et comment vous dire? Globalement, il insinue des choses graves et finit même par proposer au garçon de passer du bon temps avec lui. Et ça, ce n'est que le début, hein. Juste après, un autre garçon de 15 ans va révéler que Lion Maker lui a proposé 500 $ en échange de nudes. Mais ce qui est fou dans cette histoire, c'est que tout ce drama, ça lui apporte des abonnés. Il continue de monter encore et encore, et 3 mois après le dernier scandale, il publie une vidéo dans laquelle il se met à pleurer en disant qu'il est en dépression, que les gens l'ont abandonné. Et le pire, c'est que malgré tout ce qui a été révélé sur lui, ça marche. Il a atteint finalement les 800 000 abonnés, et ça c'est pas rien quand même. Mais bon, c'est à partir de ce palier qu'il arrête d'être actif. Finalement, ce n'est que 3 ans plus tard que la vérité éclate. Paige sort une vidéo dans laquelle elle raconte tout. La jeune fille de 14 ans dont on vous a parlé juste avant là, a été en couple avec Lion Maker de ses 14 à ses 17 ans. Ok, juste pour vous remettre un petit peu de contexte quand même, hein, quand elle avait 14 ans, il en avait 25. Dans sa vidéo, elle explique qu'elle a été manipulée, qu'elle était trop jeune pour comprendre et aussi qu'il la menaçait de tout révéler à sa famille si elle partait. Ils ont fini par se rencontrer et avoir des relations alors qu'elle n'avait que 16 ans. Finalement, elle va tenter de revenir sur YouTube, mais avec toutes ces révélations, les gens vont le détruire. Tout ça fera qu'il supprimera finalement sa chaîne et retournera dans l'anonymat. Si vous avez déjà joué à Counter-Strike, vous connaissez très certainement Max Skillett, de son vrai nom Trevor Hateman, parce qu'il était tout simplement à l'époque l'un des youtubeurs les plus influents de l'univers de Counter-Strike, donc un jeu vidéo de tir. Sauf que, grosse particularité, il n'était pas du tout connu pour être un joueur pro ou un streamer. Max Skillett s'est fait un nom dans un domaine bien précis de Counter-Strike, les skins. Pour les personnes qui ne jouent pas trop aux jeux vidéo, les skins c'est en fait des apparences d'armes qu'on peut acheter. Ça n'a aucune influence directe dans le jeu, c'est purement esthétique. Et pourtant, certains skins peuvent valoir des milliers de dollars. Et Trevor a en fait très vite compris qu'il y avait un business à se faire. À 14 ans, il commence à publier des vidéos dans lesquelles il présente des skins les plus rares et ça prend de ouf. Au fil des années, il atteint le million d'abonnés et devient très vite l'un des youtubeurs CSGO les plus connus. Sauf que Max Skillett a des ambitions bien plus grandes. Il ne s'arrête pas là, il va créer un site internet qui s'appelle CSGO Magic. Et en gros, le principe de ce site, c'est de payer des boîtes surprises sans savoir quel skin se trouve à l'intérieur. Étant donné le format de ces boîtes surprises, il y a une espèce de forme d'addiction qui se crée parce qu'en payant une faible somme, on peut se dire qu'on peut tomber sur quelque chose de très rare et donc on a encore envie d'en acheter un autre, puis un autre, puis un autre. C'est un petit peu comme les cartes Pokémon finalement. Et pendant 2 ans, ça va complètement cartonner. Il se fait énormément d'argent et vraiment il va mener une belle vie. Sauf que ça ne va pas durer parce qu'en 2017, l'éditeur du jeu Valve va prendre une série de procès. Et là, c'est de très nombreux parents qui vont découvrir que leur enfant de 12 ans dépense tout leur argent sur des sites comme celui de Max Skillett. Et déjà à ce moment, ça va créer un petit scandale dans la communauté de Counter-Strike.
Évidemment, Valve va très vite réagir et du jour au lendemain, les règles sont beaucoup plus strictes. Résultat, le site CSGO Magic va être tout simplement banni et c'est tout le business de Max Skillet qui meurt en une seule nuit. Pour lui, c'est là que commence sa descente aux enfers. Max Skillet arrête quasiment de poster des vidéos, il devient ultra discret, il vit vraiment très mal ses changements et ses proches disent qu'il devient parano et dépressif. À ce moment-là, Trevor a 18 ans et c'est très compliqué pour sa famille. Son père a tellement peur qu'il fasse quelque chose de grave qui va bloquer sa voiture avec la sienne. Sauf que malheureusement, ce confinement ne va pas durer. Trevor va réussir à prendre sa voiture, à défoncer celle de son père et partir pour une virée très dangereuse. Et là, on vous prévient, ça devient extrêmement chaotique. Trevor arrive dans une école primaire, dans le parking, roule de manière complètement hasardeuse, puis il va avec sa voiture de luxe sur l'autoroute. Sauf que là, c'est extrêmement dangereux. Il roule à plus de 160 km/h à contresens. Et malheureusement, l'inévitable va arriver parce que Trevor va percuter de plein fouet une autre voiture. L'impact est tellement violent que sa ceinture de sécurité va lui transpercer le torse et il va emmener avec lui dans l'accident une mère et sa fille de 12 ans. Il s'agissait simplement de Max Skillet, un ancien prodige de YouTube qui venait de se tuer et d'emporter 2 vies innocentes avec lui. MadTad0890, c'est un youtubeur qui parle un peu de tout ce qui tourne autour du divertissement, mais qui fait quand même un gros focus sur les animés. Parce que oui, il aime bien les animés. Enfin, il aime les personnages dans les animés. Bon ok, il aime les personnages féminins dans les animés. Et quand on vous dit qu'il les aime bien, ça va plus loin que ce que vous croyez. Forever alone, forever alone, forever alone. Ouais, on est d'accord, c'est franchement hyper dérangeant parce qu'il fait vraiment ça premier degré. Et c'est là l'une des premières choses étranges qui le concernent, c'est qu'il considère que ses personnages lui parlent, ont une personnalité. Et d'ailleurs, quand on lui demande s'il ne préférerait pas avoir une partenaire humaine, il dit que non, absolument pas. Ok, le gars est bizarre, mais bon, est-ce que ça s'arrête là? Malheureusement, non, pas du tout. Et tout commence lorsque le Japon annonce qu'il sera maintenant interdit de représenter en animé ou en dessin des jeunes filles de moins de 18 ans nues ou dans des positions sexuellement explicites. C'est là que le créateur sort une vidéo où il dit être scandalisé. Parce que, après tout, il n'y a rien de mal à ça. Ok, là c'est horrible et ça commence à vraiment devenir bizarre. Peut-être qu'il cache des choses plus graves que ce qu'on croit. Le truc, c'est qu'il ne s'arrête absolument pas là. Il commence à poster sur ses réseaux des mèmes ou des phrases explicites qui font clairement référence à de la pornographie. Tout ça, ça attire l'œil du FBI qui ne va pas attendre très longtemps avant de fouiller un peu plus profondément. Et bingo, ils vont trouver quelque chose. Dans son disque dur, ils trouvent entre 300 et 350 photos pédographiques. Et pas seulement des images d'animés, également des photos réelles rangées dans un dossier qui s'appelle « Ne clique pas ». Alors, c'est totalement fou, mais il réussit à ne pas aller en prison en payant une caution. Il a quand même un bracelet électronique et pas le droit d'utiliser les réseaux pendant un moment, mais je trouve qu'il s'en sort quand même plutôt pas mal. Malheureusement, il ne semble pas avoir changé du tout parce que dès la fin de son contrat de détention, il publie sur Twitter ça. Je suis de retour, ma waifu m'a manqué, les fédéraux sont stupides, ils n'ont même pas trouvé ma sauvegarde HD. Aujourd'hui, il est libre et il continue même parfois de publier sur sa chaîne YouTube. Est-ce que vous connaissez le crush fétiche? Pour la faire courte, il s'agit d'un fétichisme qui consiste à être attiré par le fait d'écraser toutes sortes de choses. Ouais, ça sonne vraiment bizarre dit comme ça, et pourtant, c'est quelque chose qui existe. Et en soi, c'est un peu la version extrême lorsqu'on y pense, des vidéos avec des objets qui sont écrasés par des presses hydrauliques. Et le problème dans tout ça, c'est lorsqu'une chaîne YouTube décide d'aller trop loin. En fait, tout a commencé avec des vidéos montrant une personne écraser des objets avec ses chaussures. L'ambiance dans les commentaires est déjà un peu étrange, on voit qu'il y a pas mal de satisfaction de la part des gens qui regardent. Et en voyant cet engouement un peu niche tout de même, le créateur de la chaîne va créer une chaîne secondaire, Boots 666. Et si jusque-là on avait simplement une satisfaction un petit peu chelou, on passe carrément à une horreur totale. Parce que le créateur ne se contente plus d'écraser seulement des objets inanimés, il se met également à écraser
des animaux. Ça commence par des insectes, puis des escargots, des grenouilles, et il y a même d'autres créateurs de contenu qui vont faire exactement la même chose. Franchement, lorsqu'on tombait sur ces vidéos, c'était juste absolument ignoble. Il n'y a pas d'autre mot. Et en fait, même au-delà de ça, on se demande comment est-ce que c'est possible que toutes ces vidéos ont pu rester sur YouTube, pourquoi elles ne se sont pas instantanément faites ban. Et ben en fait, le problème, c'est que ces vidéos étaient non répertoriées. Si vous n'êtes pas youtubeur, ça veut dire que pour voir la vidéo, il faut absolument avoir le lien parce qu'elle n'est pas publique. Et apparemment, il y aurait tout un réseau où les gens fétichistes s'échangeraient ces liens-là, et c'est pour ça que c'est très dur pour YouTube de détecter ces vidéos. Et même si certaines de ces vidéos ont déjà été signalées puis strikées, elles existent toujours, il y en a toujours, et rien que savoir ça, c'est déjà terrible. Dans les années 2010, quand le style YouTube enfantin commence à exploser, certaines chaînes prennent une grosse ampleur. Et malheureusement, pour certaines d'entre elles, la frontière est floue entre le divertissement familial et quelque chose de beaucoup plus dérangeant. Et justement, la chaîne Toy Freaks, c'est le parfait exemple. Créée par Gregory Chism, un père célibataire américain, la chaîne met en scène ces deux jeunes filles, Annabelle 6 ans et Victoria 4 ans, dans des scénarios censés être drôles, souvent centrés autour de jeux, de poupées, de nourriture et de farces, mais qui très souvent prennent un ton beaucoup plus malaisant. L'une des vidéos les plus marquantes montre les deux enfants vomissant dans un lavabo, et une autre les filme en train de pleurer parce qu'on leur a arraché une dent, ou encore dans des bains déguisés en bébé, avec le père qui agit de manière plus que discutable. Et le problème, c'est pas uniquement le mauvais goût, c'est le fait que les enfants soient souvent filmés dans des moments de détresse ou d'inconfort pour un public qui n'est pas toujours celui qu'on croit. Et pourtant, malgré ça, la chaîne cartonne. À son apogée, Toy Freaks compte plus de 8,5 millions d'abonnés et figure parmi les 100 chaînes les plus vues au monde. Attendez, je vous le répète quand même, 8,5 millions d'abonnés. C'est autant qu'Inoxtag au moment où je vous le dis. Bref, le style est cheap, le contenu est répétitif, mais ça clique. Surtout auprès des très jeunes qui regardent en boucle sans forcément comprendre ce qui ne va pas. Mais comme vous le savez, ce succès attire l'attention, mais pas forcément de la part du bon public. Heureusement, en 2017, YouTube commence à subir des pressions sur la question des contenus étranges destinés aux enfants, un phénomène qu'on appellera plus tard Elsagate. Et dans ce contexte, Toy Freaks devient justement un cas emblématique. En novembre 2017, la chaîne est brutalement supprimée pour violation des règles sur la mise en danger des mineurs. Peu après, des services de protection de l'enfance ouvrent des enquêtes, mais malgré l'ampleur de l'affaire, aucune charge ne sera finalement retenue contre Gregory. Officiellement, aucune maltraitance physique n'est constatée, et les vidéos, aussi gênantes qu'elles soient, ne franchissent pas la ligne pénale. En tout cas, ce qui reste aujourd'hui, c'est un débat plus large, celui sur les limites du contenu familial en ligne et sur l'exploitation déguisée derrière des millions de vues. Le pire étant la manière dont les algorithmes peuvent propulser des vidéos d'enfants dans des espaces où ils n'auraient jamais dû se retrouver. Sur YouTube, il y a ceux qui veulent percer en créant du contenu hyper quali, et ceux qui misent sur le buzz, peu importe la manière. Et justement, en 2017, Mona Lisa Pérez, 19 ans, et son compagnon Pedro Ruiz, 22 ans, tous les deux originaires du Minnesota, lancent une chaîne YouTube de type couple famille, avec des défis, des vlogs, et tout ce genre de contenu qui était vraiment tendance à l'époque. Les deux sont jeunes, débutants, pas très connus, mais ultra motivés. Et leur objectif est simple, gagner des abonnés rapidement en repoussant les limites du contenu choquant. Et c'est justement cette logique qui va les mener à un drame complètement absurde. Le 27 juin 2017, Mona Lisa publie un tweet dans lequel elle annonce qu'ils vont filmer l'un des challenges les plus dangereux jamais tentés. Ce qu'elle ne précise pas, c'est qu'ils s'apprêtent à tourner une vidéo où Pedro tiendra une encyclopédie contre sa poitrine pendant qu'elle lui tirera dessus avec un Desert Eagle, dans l'idée que le livre arrêtera la balle, vous l'avez compris. Et tout ça, ce sera une idée que Pedro aurait eue après avoir vu d'autres vidéos du genre sur internet, sauf qu'aucun test préalable sérieux n'avait été fait. On arrive donc le jour J, les caméras sont posées, la scène est filmée, et le coup part.
Le livre n'arrête rien. Pedro est tué sur le coup devant leur fille de 3 ans et plusieurs membres de la famille présents au moment du tournage. Mona Lisa appelle immédiatement les secours en panique, mais c'est trop tard. Elle sera arrêtée et jugée quelques mois plus tard et prendra 6 mois de prison pour homicide involontaire. Il lui sera également interdit de posséder une arme à feu, mais bon, ça perso, je trouve que c'est même pas une peine. Et en fait, ce qui fait autant réfléchir dans cette affaire, c'est autant l'issue tragique que le contexte. 2 jeunes adultes, convaincus que choquer Internet allait leur ouvrir les portes du succès. Mona Lisa expliquera plus tard que c'était l'idée de Pedro, qu'elle l'a supplié de ne pas le faire, mais qu'il a insisté, persuadé que ça allait fonctionner. Et leur chaîne, elle, sera rapidement supprimée, mais certaines des vidéos restent accessibles via des archives. Et on y voit un couple maladroit, parfois touchant, parfois naïf, et dans le contexte dans lequel ça s'est passé, ça donne à ces images une dimension encore plus triste. Parce que tout ce drame est né d'un besoin désespéré de vue, de reconnaissance et d'une ignorance complète du danger que peut amener parfois le fait d'avoir l'idée de trop. On vous avait déjà parlé d'un cas de zoopédie absolument horrible dans notre iceberg dédié à Discord. Ok, pour vous faire un court résumé, on parle là de Hypnotic Sappho, une membre de la communauté Fury, ouvertement zoophile. Elle est accusée d'avoir abusé d'un chien. Bref, c'est absolument horrible. On va pas se mentir, en fait on pourrait même s'arrêter là. Mais si on vous disait que même elle a été dégoûtée par ce qu'a fait Kero the Wolf, un youtubeur, lui aussi membre de la communauté Fury. Pour vous le présenter un petit peu, de son vrai nom Akan Yacht, c'est un youtubeur qui a lancé sa chaîne en 2017. Comme on l'a dit, il fait partie de la communauté Fury et crée du contenu gravitant autour du sujet. Bon, petit rappel rapide, qu'est-ce que c'est la communauté Fury? Pour la faire très courte, c'est un groupe de personnes qui éprouvent de l'intérêt pour les animaux présentant des caractéristiques humaines. L'une des branches de ce mouvement se caractérise par le cosplay d'humains animaux, et c'est surtout comme ça qu'on les connaît, même si en vrai ça va plus loin. Bref, revenons-en à Kero. Le youtubeur gagne ses 100 000 premiers abonnés très vite, après avoir été filmé par Shane Dawson, ce qui va lui donner pas mal de visibilité. Et en fait, à ce moment-là, en 2018, ça fait de lui le youtubeur Fury le plus populaire ever. Bon, en soi, jusque-là, rien à signaler, hein. Il fait du bien à la communauté, les gens le trouvent drôle, c'est parfait en soi. Ouais, sauf que le problème, c'est qu'en parallèle de tout ça, il se passe des choses sombres. Très sombres. On est le 16 septembre 2018. C'est à cette date-là que tout bascule. Et c'est sur Twitter que ça se passe, quand Mordecai poste un leak. Kero the Wolf fait partie d'un cercle de Fury qui participe non seulement à des actes zoophiles, mais également nécrophiles, tueurs d'animaux et discussions zoophiles. Voici les preuves, il y en a beaucoup, mais je me suis concentré sur lui. Bon, on va être honnête avec vous, on a lu certains des messages et c'est ignoble. On peut y voir Kero parler de choses qu'il a faites à des animaux décédés, on peut y voir d'autres gens lui répondre comme si c'était tout à fait normal, mais il y a pire, parce qu'il y a des vidéos. Cette fois, pour être tout à fait honnête avec vous, on n'a pas été jusque-là et on n'a pas voulu voir ce contenu. Mais d'autres gens l'ont fait et décrit ce qui s'y passait. Et encore une fois, c'est juste révoltant et ignoble et dégueu. On n'a pas assez d'adjectifs pour décrire ce qui s'y passe. Bien sûr, après ça, Kero va faire la défense classique. Il s'est fait hacker. Il n'est absolument pas lui et il n'a rien à voir avec tout ça. Il essaie de se défendre comme il peut en montrant des captures d'écran. Sauf qu'il y a des failles. Il y a des trucs bizarres et ça, les gens vont le relever. Et ça va même aller plus loin parce que la police se met aussi à enquêter sur l'affaire. 2 ans finissent par passer quand une nouvelle vidéo apparaît sur la chaîne de Kero the Wolf. Alors vous l'aurez remarqué, depuis il s'est renommé Radiance, mais c'est pas ça le plus important. Ce qui l'est vraiment, c'est qu'apparemment la police n'a pas réussi à prouver qu'il s'agissait de lui sur les vidéos. L'enquête a donc pris fin, Kero the Wolf est libre. Bien sûr, pour beaucoup de gens ça ne suffit absolument pas, et donc ce retour va susciter énormément de réactions négatives. Malgré tout, il continue de publier, encore aujourd'hui sous un autre nom, pour, j'imagine, passer à autre chose. En tout cas, qu'il s'agisse de lui ou non sur les vidéos, le contenu est réel, et ce qu'il s'y passe est réel. Les responsables sont donc sans doute libres, et ça, c'est absolument terrifiant. Au fil des années, YouTube a vu émerger plusieurs tendances inquiétantes, voire carrément immondes. C'est notamment le cas des trash streams, très populaires en Russie à l'époque, où des créateurs diffusent des actes choquants en direct pour attirer l'attention et générer des dons.
Et dans ce flot de merde humaine, il y a eu Stas Rifley. Bon, on coupe la musique, j'ai besoin de vous faire un disclaimer. En faisant des recherches sur lui, on est tombé sur des rediffusions de ses lives et c'est vraiment extrêmement choquant. N'allez pas voir. Parfois, ça suffit de savoir ce qui s'est passé sans avoir les images, les détails, etc. Et c'est pour ça qu'on va tout flouter. Et d'ailleurs, même d'autres fois, c'est même mieux de ne pas savoir du tout. Donc si à un moment, vous sentez que cette vidéo vous affecte trop, quittez-la. Vraiment. Bref, de son vrai nom, Stanislas Reshetnikov, Stas est un streamer russe assez obscur, surtout connu sur les plateformes de type Trash IRL, là où les lives ne sont pas du tout modérés. Et globalement, ce sont des lieux où plus c'est choquant, plus ça attire. De base, il tournait principalement sur YouTube, puis sur des plateformes russes comme VK ou Yappy, et tout son contenu reposait souvent sur des humiliations, des provocations et des défis violents ou dégradants. Et le tout était très souvent perpétré sur sa compagne Valentina. Au fil des mois, le contenu devient encore de plus en plus malsain. Stas commence à accepter des donations contre des actions, parfois imposées par les spectateurs eux-mêmes. Sincèrement, parfois c'est carrément de la torture, disons-le. On voit des victimes, dont très souvent Valentina, être torturées avec des coups, des sprays au poivre en pleine tronche, et j'en passe. Et finalement, un soir de décembre 2020, alors qu'il est en plein live, l'un des viewers lui donne 1000 $ pour qu'il punisse Valentina. Cette dernière est donc frappée et arrosée avec de l'eau glacée, et puis elle est traînée dehors sur le balcon. Valentina est quasiment nue en plein hiver, et elle doit rester là pendant plusieurs heures. Sauf que, petit rappel, on est en décembre et en Russie, donc on sait très bien ce qu'il va se passer. Et quand il finit par la faire rentrer, Valentina ne bouge plus. Pendant tout ce temps, Stas continue de filmer, rit nerveusement et tente vite fait de la réveiller, sauf que Valentina est déjà morte d'hypothermie, elle et le bébé dont elle était enceinte. Le pire dans cette histoire morbide, c'est que tout a été diffusé en direct et que pendant 45 minutes après les événements, les spectateurs vont continuer à commenter, à faire des blagues comme si de rien n'était. Stas fait couler quelques larmes en attendant les secours, place la caméra sur le corps et se rassoit sur sa chaise pour boire. La vidéo a rapidement été supprimée de YouTube et Stas arrêté dans la foulée. Il a d'abord nié toute responsabilité, puis s'est embrouillé dans ses versions. Mais l'autopsie confirmera évidemment que Valentina est morte de froid, aggravée par des traumatismes physiques sévères. Et Stas sera finalement condamné à 6 ans de prison en 2021. Ce qui est infiniment trop peu si vous voulez mon avis. Bref, cette affaire a déclenché une vague de critiques en Russie sur les plateformes de streaming non régulées et plus largement sur la culture du choquant, là où le contenu toxique devient une source de revenus. Aujourd'hui encore, on peut retrouver des extraits de ses anciens lives, parfois floutés, parfois non. Bref, un gars complètement détraqué, tout autant que son public qui a accepté de le regarder faire et l'a encouragé, jusqu'à commettre le pire qu'on puisse faire. Chris Chan, à la base, c'est un youtubeur plutôt classique. Sa chaîne est très diversifiée, il fait un peu de tout, hein, des vlogs, des clips musicaux, des vidéos où il présente ses collections, bref, un youtubeur comme il y en a des milliers. Mais là où ça devient un petit peu étrange, c'est quand sa chaîne disparaît du jour au lendemain. Bon, bien sûr, c'est bizarre, hein, sa communauté s'inquiète, se demande ce qui se passe, jusqu'au moment où la vérité éclate. Chris Chan s'est fait arrêter par la police américaine pour inceste et suspicion de viol sur sa mère. On est d'accord avec vous, la transition est juste horriblement brutale. Imaginez juste ses abonnés les plus fidèles qui devaient suivre sa chaîne, attendre une nouvelle vidéo, puis bam, la news sort et ils apprennent ça. C'est juste horrible. Bon, mais alors, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Eh bien, un leak. Encore une fois, un leak. Ce n'est pas le premier dans cet iceberg, donc on connaît les dégâts que ça peut causer. How was the first kiss? You kissed her? How did that feel? Having known this woman for your whole life, how did that feel? It was actually good and it felt right. How, if you don't mind me asking, I know that's probably personal, you have to answer, but how is the sex? It was satisfactory, it took a while, it took a few tries to... It took a few tries, yeah. Oui, vous voyez où est le problème bien sûr, et vous comprenez pourquoi l'appel a très vite été signalé aux autorités. Il y a également des captures d'écran qui ont leaké, hein, montrant des extraits de conversations très dérangeantes qui vont amener l'inévitable. On est le 1er août 2021 quand la police débarque dans un hôtel dans lequel Chris dort et l'embarque. Tout va très vite, sa chaîne est mise à l'arrêt par les autorités, tout comme son Patreon. Le procès est prévu pour le mois de mars 2022 et donc pendant ces 7 mois, le youtubeur doit rester en détention provisoire.
Et il ne va pas très bien vivre sa détention, hein. Il va commencer à littéralement perdre la tête, hallucinations, délires psychotiques. Chris se prend maintenant pour Jésus et affirme que la fusion dimensionnelle se passe exactement comme prévu. Bon, bien sûr, avec un comportement comme celui-là, il va très vite être transféré en hôpital psychiatrique. Et finalement, son avocat arrive à le faire libérer. Bon, là, vous l'imaginez bien, cette décision scandalise Internet. Les gens sont choqués de le voir sortir, surtout que certains de ses propos sont très problématiques. En fait, on apprendra par la suite que sa mère a des problèmes mentaux et apparemment, Chris aurait justifié ses actes incestes par le fait que sa mère était consentante. Sincèrement, c'est absolument horrible. On rappelle quand même que l'inceste est illégal pour plein de raisons évidentes. Malgré tout, il faut quand même le savoir, beaucoup de gens vont être d'accord avec sa prise de position, ce qui va créer d'énormes débats éthiques sur Internet. En 2024, le youtubeur reprend son activité, il lance des lives, dévoile des œuvres qu'il a faites pendant son incarcération. Sauf que les gens ne vont pas le laisser tranquille, et c'est pourquoi, à l'heure actuelle, Chris Chan est en liberté, mais s'est éloigné des caméras. Devon Michael Erickson, plus connu sous le pseudonyme Not So Fantastic Devon, c'était un jeune américain sans histoire apparente, résidant dans le Colorado. Passionné de jeux vidéo, il partageait occasionnellement des sessions de Dead by Daylight sur sa chaîne YouTube où il apparaissait comme étant un joueur ordinaire interagissant avec une très petite communauté en ligne. Et toute sa chaîne comptabilise uniquement 3 rediffusions de live et toutes les 3 sont encore disponibles aujourd'hui. Mais le peu de personnes qui suivaient ces vidéos à la qualité douteuse étaient loin d'imaginer ce que Devon s'apprêtait à commettre le 7 mai 2019. Ce jour-là, Devon, alors âgé de 18 ans, entre armé dans le lycée STEM, l'établissement qu'il fréquente. Quelques minutes avant, il est allé chez lui avec un autre étudiant, Alec McKinney, 16 ans, pour récupérer 3 armes à feu qu'ils cacheront dans une sacoche de guitare et un sac. De retour au lycée, les deux rentrent par la porte de derrière, se dirigent vers la classe 107 et ouvrent le feu sur leurs camarades de classe. L'attaque va coûter la vie à Kendrick Castillo, un élève de 18 ans qui s'est interposé pour tenter de désarmer les assaillants et va blesser 8 autres étudiants. Rapidement maîtrisés par le personnel de l'école et les forces de l'ordre, Devon et son complice sont arrêtés sur place et emmenés, laissant derrière eux un carnage et des esprits traumatisés à vie. Rapidement, l'enquête révèle que les deux jeunes hommes avaient planifié l'attaque, motivés par une profonde haine et un désir de vengeance envers certains étudiants, notamment la victime. En fait, Alec est transgenre, il aurait reçu des remarques et du harcèlement sur son orientation sexuelle, ce qui lui aurait fait péter un câble d'après lui. Quant à Devon, il va tenter de se disculper en disant qu'il a été menacé par Alec et qu'il a tenté de prévenir les étudiants du massacre qui allait se produire au moment où ils sont rentrés dans la salle. Sauf qu'un rapide tour de ses camarades de classe montre qu'il parlait très souvent de tuerie de masse et disait même à certaines personnes qu'il valait mieux ne pas se rendre au lycée. Bref, lors de son procès en 2021, Devon Erickson est reconnu coupable de meurtre au premier degré et plein d'autres choses et condamné à la prison à perpétuité. Pour être plus précis, il restera en prison 1282 ans, donc ouais, les États-Unis. Son complice ira en prison à perpétuité également, et c'est là que s'arrêtera cette histoire tragique. Évidemment, ça a profondément choqué la communauté locale et encore relancé le débat sur la sécurité dans les écoles et l'accès aux armes à feu. Et aujourd'hui, comme on vous l'a dit, la chaîne YouTube Not So Fantastic Devon est toujours là, et elle reste un rappel silencieux de la double vie que menait son propriétaire. Quand on explore les tréfonds d'Internet, on tombe parfois sur des traces laissées par des gens qu'on aurait préféré ne jamais connaître. Randy Ster, plus connu en ligne sous le pseudonyme d'Andrew Blaze, en fait partie. Né en 1992, il mène pendant des années une vie discrète en Pennsylvanie, vivant chez ses parents et travaillant depuis l'adolescence dans un supermarché de la chaîne Weis Markets. Et Andrew y restera employé pendant 7 ans, jusque-là rien d'inhabituel. Sauf que de son temps libre sur Internet, il construisait un monde qui n'avait déjà plus rien à voir avec la réalité. Dès 2007, il lance sa chaîne YouTube Pioneers Productions, où il publie des sketchs et des vidéos amateurs bricolés avec des amis. Et à partir de 2014, sa chaîne prend un virage radical. Andrew efface progressivement ses anciennes publications, prend ses distances avec le monde extérieur et se consacre à une création bien plus intime, Amber's Ghost Squad.
Et cette création, c'est une série animée entièrement centrée sur Amber McLean, un personnage issu du dessin animé Danny Phantom, dont il est littéralement obsédé. Dans ses journaux et vidéos, il affirme qu'elle parle, qu'elle veut qu'il tue, et que commettre un massacre est la seule façon de la rejoindre dans une autre dimension. Une sorte de monde animé où il pourrait exister pour de bon, loin des autres êtres humains. Déjà, ça commence à devenir très bizarre, mais c'est pas fini. Parce que à côté de ça, il documente minutieusement ses pensées les plus sombres. Sa peur de vieillir, une profonde dépression, un sentiment d'isolement aussi, des questionnements identitaires liés à son genre, et surtout, une fascination morbide pour les tueurs de masse. Vous verrez, on n'en a vraiment pas fini d'en parler de ce sujet. Andrew vénérait particulièrement Eric Harris et Dylan Klebold, les tueurs du massacre du lycée Columbine. Il les appelait ses héros, disait regretter de ne pas avoir pu les rencontrer, et comme eux, il voulait laisser une trace. Et ce qui ne pouvait que mal tourner, tournera mal, parce qu'il finira par orchestrer méthodiquement son propre passage à l'acte. Le 7 juillet 2017, quelques heures avant de réaliser son plan, Andrew poste une ultime vidéo sur sa chaîne. Intitulée The Westboro High Massacre, elle s'ouvre sur des propos haineux, avant d'enchaîner sur des animations dérangeantes, où lui et ses personnages assassinent des étudiants dans un lycée fictif. En parallèle, il dissémine sur Twitter des liens vers des journaux, vidéos, fichiers téléchargeables, tout un plan détaillé laissé comme un testament numérique. Cette nuit-là, après avoir pris soin de laisser son héritage, Andrew se rend au supermarché où il travaille et bloque les sorties armé de 2 fusils. Il abat froidement 3 de ses collègues et tente de faire pareil sur un 4e qui parvient à s'enfuir. Andrew se suicide juste après. Et tout ce qu'il avait préparé se retrouve en ligne, intact, à portée de clic, comme il l'avait prévu. Sa chaîne YouTube sera supprimée peu après, mais la plupart de ses vidéos ont été re-uploadées, archivées et analysées. Et ce qui est le plus troublant n'est pas seulement ce qu'il a fait, mais à quel point il avait tout anticipé, écrit, animé, genre scénarisé. Ce n'est pas quelqu'un qui a explosé en silence d'un coup. Andrew a construit son acte comme une œuvre à ses yeux. Sa fiction a fini par contaminer la réalité, et aujourd'hui encore, ses actes continuent de dériver sur Internet comme un cauchemar impossible. Sur les réseaux, Samantha Wohlforth se présentait un peu comme une mère excentrique. C'était une youtubeuse sans prétention qui partageait des tranches de vie de son quotidien, des anecdotes sur ses enfants et des genres de petits sketchs étranges entre 2 vidéos de maquillage. Rien de bien marquant, juste une femme qui semblait un peu décalée, un peu dramatique aussi parfois, mais globalement inoffensive. Pourtant, derrière l'image qu'elle se donnait sur internet, il y avait quelque chose d'infiniment plus sombre dans sa tête. En fait, Samantha avait en elle une giga-rancune alimentée par des années de frustration et un besoin absolu de reprendre le contrôle sur sa vie. Et en 2015, justement, elle vit au Texas avec ses 5 enfants et son mari, Ernie Ibarra, un homme avec qui la relation est pour le moins tendue, mais même chaotique, souvent violente, selon ses propres dires. Sur Facebook, Samantha commence à publier régulièrement des messages ambigus, des appels à l'aide déguisés où elle se dit victime d'un mari brutal et d'un système injuste. Bref, tout ça, c'est une vie trop lourde à porter pour elle, surtout qu'elle est avec son mari depuis le lycée. Mais ce pourquoi on vous en parle, c'est que tout ça, ce n'est pas vraiment un appel à l'aide. C'est en fait une mise en scène de A à Z. Parce qu'un fameux jour, Samantha décide d'organiser avec 3 hommes de son entourage un meurtre sur son mari. Bon, on ne va pas vous donner tous les détails de leur rencontre, mais elle arrive à les convaincre que son mari est le diable absolu et qu'il faut s'en débarrasser. De ce qu'on a compris, c'était une relation ultra toxique et Ernie aurait déjà eu des problèmes avec la police pour des violences conjugales, même si apparemment Samantha n'était pas non plus toute rose. Bref, ensemble, les 4 complices tentent premièrement d'empoisonner Ernie avant de se rabattre sur un plan beaucoup plus direct. Une nuit de février 2015, alors que Samantha et Ernie sont en train de dormir, les 3 hommes font irruption chez eux, attachent Samantha selon leur plan et kidnappent Ernie. Ce dernier sera emmené en voiture dans un endroit vague où il n'y a personne, sera brutalisé avant d'être abattu d'une balle dans l'arrière de la tête. Samantha préviendra sa tante qu'elle a été attachée et son mari kidnappé, et très vite la police arrivera sur les lieux. Et à partir de là, on peut vraiment dire que le plan de Samantha et son alibi
pue vraiment la merde. Le corps sera retrouvé, elle sera interrogée et jouera la femme triste et paniquée pendant quelques instants. Évidemment, les policiers ne seront pas convaincus et elle essaiera de rejeter toute la faute sur ses complices avant qu'ils ne tombent sur ces messages qu'elle n'a même pas pris le temps d'effacer. Au final, elle aura la peine la plus lourde avec, tenez-vous bien, 99 ans de prison. Et aujourd'hui, sa chaîne YouTube a complètement disparu. Mais il existe quelques fragments éparpillés ici et là. Et quand on tombe dessus, en sachant ce qui s'est passé ensuite, encore une fois, ça fait très bizarre. Parce qu'on ne voit plus du tout une femme un peu instable qui cherche à exister en ligne, mais une personne qui, derrière un téléphone, écrivait déjà le scénario d'un vrai true crime. Comme quoi, même derrière les profils les plus banals, on ne sait jamais vraiment ce qui se cache. Jared Lee Loughner. Ce nom ne vous dit sans doute rien. Sur YouTube, il se faisait appeler Classy Top 10, un pseudo banal en soi qui ne présage rien de spécial. Pourtant, les choses ont très vite tourné au drame. Bon, déjà, disons les choses, son contenu en dit beaucoup. Il parle de gouvernement, de religion, de contrôle mental, de manipulation. Ces vidéos sont entièrement basées sur du texte. Il n'y a aucun son, aucun visage, juste des mots qui traduisent une pensée complètement paranoïaque. Et c'est pas tout, comme tout bon youtubeur qui se respecte, l'homme a une chaîne secondaire, Starrich Schnaz. Bon, il n'est pas très actif, à vrai dire, il n'a même qu'une seule vidéo. Ouais, vous l'avez bien vu, Jared est en train de brûler un drapeau des États-Unis. Et ce geste, mine de rien, il ne veut pas rien dire. C'est une provocation, voire même une menace. Malheureusement, c'est bel et bien une menace qu'il va s'empresser d'exécuter. 8 janvier 2011, Jared entre dans un magasin d'armes à feu pour y acheter des munitions. Bon, sans trop savoir pourquoi, il n'en achète pas, donc il repart en voiture en acheter dans un autre magasin. 30 minutes plus tard, il achète les balles, puis il repart en voiture. Et c'est là qu'il se fait arrêter par la police pour avoir grillé un feu rouge. Ouais, tout aurait pu s'arrêter là. Malheureusement, Jared s'en sort avec un simple avertissement et continue son chemin. Il est maintenant 10h10. Jared arrive devant un supermarché. Et ce supermarché, il ne l'a pas choisi au hasard. En fait, ce jour-là, une députée américaine, Gabrielle Giffords, tient une réunion publique avec ses électeurs. Bon, à la base, c'est une réunion ouverte, détendue, jusqu'à ce que Jared s'approche et ouvre le feu. Il tire sur Gabrielle à bout portant et ne s'arrête pas là parce qu'ensuite, il se met à tirer dans la foule. Au total, 6 personnes sont tuées, 13 autres blessées par balle. Gabrielle Gifford, sa cible principale, est grièvement touchée à la tête, mais elle survivra. Bon, bien sûr, le youtubeur fou est rapidement arrêté sur les lieux. Il est tout de suite inculpé pour meurtre et pour tentative d'assassinat d'un membre du Congrès. Pas trop de suspense, il est bien entendu reconnu coupable et condamné à la prison à vie. Mais aujourd'hui encore, ces vidéos sont toujours disponibles sur YouTube. À une époque, Mike Lombardo était perçu comme un exemple de réussite sur Internet. Il faisait partie de cette première génération de musiciens nés sur YouTube, ceux qui écrivaient des chansons dans leur chambre, postaient ça en ligne et arrivaient à toucher un public touché par leurs œuvres. En soi, c'est un peu comme les débuts de nombreuses stars devenues aujourd'hui internationales, style Justin Bieber. Et le style de Mike était un peu particulier. Il y avait du piano, beaucoup d'humour, des textes ironiques, parfois un peu crus, et souvent beaucoup d'autodérision qui était assumée. Et par ses près de 20 000 abonnés, il faisait vraiment partie de ces créateurs vus comme étant intelligents, sensibles et inoffensifs. Et pourtant, en 2012, tout s'écroule. Alors que personne ne s'y attend, le FBI perquisitionne son domicile et les enquêteurs découvrent que Mike échangeait en ligne avec plusieurs adolescentes mineures. Il leur écrivait des messages sexuels explicites, leur demandait des photos d'elles nues tout en sachant pertinemment qu'elles avaient entre 14 et 16 ans. Aucune ambiguïté possible, l'affaire est claire, les preuves sont nombreuses, il y a plein de discussions qui ont été conservées, des fichiers qui ont été retrouvés sur son disque dur. Bref, il n'y a juste aucun doute. Mike finit par plaider coupable de possession de pornographie infantile et d'avoir sollicité des mineurs à produire du contenu sexuellement explicite. En 2013, il est condamné à 5 ans de prison, puis 20 ans de liberté surveillée, avec justement une interdiction d'utiliser Internet sans être surveillé. Et l'annonce fera évidemment l'effet d'un choc pour la communauté, parce que Mike Lombardo, c'était pas un inconnu ni un marginal, c'était pour les gens un visage familier, un mec que beaucoup suivaient depuis des années, un artiste qui semblait sincère, un peu maladroit peut-être, mais attachant. Et c'est justement cette façade
qui a le plus dérangé. D'un jour à l'autre, ses fans se sont rendus compte qu'il cultivait une image de vulnérabilité, de sensibilité, qui a probablement servi à détourner l'attention, à faire baisser la garde. Tout ça dans le but de réaliser le pire, en toute impunité. Aujourd'hui, sa chaîne YouTube n'existe plus, même si on retrouve pas mal de ses compositions postées sur des chaînes pour la plupart anonymes. Évidemment, les chansons n'ont pas changé en soi, mais la manière dont on les perçoit, on peut pas en dire autant. Et c'est vraiment ça qui est le plus glaçant en fait. L'idée qu'un artiste manipule aussi subtilement l'image qu'il donne, au point que des milliers de personnes, sans le vouloir, ont applaudi et soutenu quelqu'un qui détruisait des vies dans l'ombre. Au fin fond de YouTube, là où plus personne ne va, il existe des chaînes tombées dans l'oubli. L'une d'entre elles s'appelle Big Slims. Le nom ne donne pas vraiment d'informations, on ne sait pas trop à qui on a affaire, et quand on clique sur la chaîne, on voit qu'elle ne contient qu'une seule vidéo. Elle a été postée en 2014 et il s'agit d'un simple gameplay de Skywars sur Minecraft. Donc pour les moins familiers, un mode où le joueur se retrouve contre d'autres et doit survivre le plus longtemps possible. Bon, le son est mauvais, le micro sature, le montage est hésitant, bref. C'est uniquement un ado de 14 ans banal qui tente de commenter sa partie, motivé par les centaines d'autres youtubeurs dont il s'inspire. Et tout ça ne serait absolument pas dérangeant si on ne savait pas qui était cet adolescent et ce qu'il fera quelques années plus tard. Parce que ce joueur timide qui a voulu tenter sa chance sur YouTube, c'était Vladislav Rozliakov. Un nom qui, 4 ans plus tard, allait devenir tristement célèbre en Russie. Le 17 octobre 2018, Vladislav entre dans le lycée polytechnique de Kerch, en Crimée. Il porte sur lui un fusil de chasse, des munitions et plusieurs explosifs artisanaux. Il est vêtu d'un long manteau noir inspiré de celui d'Eric Harris, l'un des auteurs du massacre de Columbine, encore une fois. Bref, ce jour-là, Vladislav fera exploser la cafétéria puis ouvrira le feu sur les étudiants. Il marchera lentement, tirera sans émotion, rechargera avec calme et abattra tous ceux qui croiseront sa route. Au total, ce sont 21 personnes qui seront tuées et plus de 60 blessées. Puis il se donnera la mort dans la bibliothèque de l'établissement. L'événement devient rapidement l'une des pires tueries scolaires de l'histoire russe, mais les médias ne savent pas trop ce qui s'est passé. Certains parlent de terrorisme, d'autres évoquent un acte isolé. Le truc, c'est qu'il n'a laissé aucun écrit, aucune revendication, aucun message explicite. Certains camarades de classe évoquent sa haine envers son établissement et ses professeurs, et plusieurs épisodes étranges où il se pointait au lycée avec des armes blanches. Il y aurait aussi eu des rumeurs d'harcèlement et une profonde obsession de sa part pour les forums dédiés aux tueurs de masse. Au final, ce sont bien les internautes qui, en creusant dans les recoins d'internet, vont finir par tomber sur sa vieille chaîne YouTube. Et une fois qu'on connaît cette triste histoire, on voit cette vidéo d'une manière complètement différente. C'est une sorte de capsule figée dans le temps qui nous renvoie à une réalité un peu brutale. Celle de toutes ces personnes qui, un jour, ont eu une vie banale avant de sombrer dans le pire de l'humanité. Adam Lanza est un homme qui est devenu tristement célèbre avant même qu'on ne découvre sa chaîne YouTube. Et ça, c'est plutôt original. Adam avait 20 ans, il vivait avec sa mère dans le Connecticut et franchement, c'était un ado a priori tout à fait normal. On le voit sur certaines vidéos plier un classique sur Dance Dance Revolution. Bref, jusque-là, rien de très bizarre. Mais évidemment, derrière cette carapace innocente va se cacher un monstre prêt à se réveiller. Et justement, il va attendre une journée du mois de décembre 2012 pour le faire. Parce que ce jour-là, Adam assassine sa mère d'une balle dans la tête pendant son sommeil. Sincèrement, l'histoire est déjà terrible et ça pourrait s'arrêter là. C'est amplement suffisant pour justifier sa présence dans cet iceberg. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Parce que la nuit va passer et Adam va prendre des armes, se rendre à l'école primaire de Sandy Hook et va démarrer un véritable massacre. Le jeune homme de 20 ans va abattre 26 personnes de sang-froid, dont 20 enfants âgés de 6 à 7 ans. Il terminera son acte en prenant une dernière vie avant que la police n'arrive. Et cette vie, ça va être la sienne. Autant vous le dire, et tout le monde l'imagine, le choc est absolument immense. C'est une horreur absolue et très vite une enquête est lancée pour comprendre ses motivations. Le problème, c'est que Adam n'a laissé aucune lettre,
rien qui ne puisse vraiment aider les enquêteurs. Bon, le temps passe, l'enquête piétine, et en vrai on va pas se mentir, la police ne met pas non plus des moyens énormes. Le tueur est mort, et donc l'affaire est très vite classée, c'est fini, on n'en parle plus. Et le silence va durer 9 ans. Jusqu'au mois de septembre 2021, lorsqu'un post est publié sur le subreddit Mass Killers, donc tueurs de masse. L'utilisateur Lightsaber87 aurait apparemment trouvé une chaîne dans les tréfonds de YouTube qui aurait appartenu au tueur de masse Adam Lanza, et selon lui, cette chaîne s'appelle Cultural Philistine. La chaîne compte 30 abonnés et les vidéos n'ont pas plus qu'une centaine de vues chacune, et il n'y a même pas d'image, juste un fond noir et un homme qui parle. La chaîne date d'avant son massacre, donc avant qu'il ne soit macabrement connu du grand public, et aujourd'hui il n'y a absolument aucun doute, la chaîne YouTube Cultural Philistine est celle du tueur de masse. Et en fait, il y a des liens qui commencent à se créer, parce que dans ses vidéos, il parle d'antinatalisme, donc le fait que c'est moralement mauvais d'avoir des enfants. Il fait aussi une série de 8 vidéos dans lesquelles il parle de quelque chose de très glauque. En gros, pendant 2 heures, il va tout simplement défendre l'idée qu'une relation sexuelle entre un adulte et un enfant ne devrait pas forcément être considérée comme un viol. Bon, c'est extrêmement chelou, mais ça nous avance pas complètement sur les motifs de son crime de masse, ni du meurtre de sa mère d'ailleurs. Mais bon, au final, on peut quand même l'imaginer, notamment grâce à l'avis d'un autre youtubeur que Cultural Philistine avait critiqué à l'époque. Selon lui, Adam n'était pas que antinataliste. Il aurait apparemment sombré dans une branche secondaire du mouvement qui s'apparente presque à une secte, là où les idées sont beaucoup plus extrêmes. Selon ce mouvement, en plus de ne pas avoir d'enfants, il serait aussi moralement acceptable de supprimer la vie de ces derniers. Bref, pas de réponse définitive, on n'en saura pas plus, et nous on vous laisse vous faire vos propres théories en commentaire. Et maintenant, descendons encore dans cet iceberg. Parfois, on tombe sur une affaire qui n'a rien de spectaculaire en surface. Pas de tueur en série, pas de culte étrange, pas de plan machiavélique. Mais on vous le promet, cette histoire n'est pas moins dérangeante. La chaîne d'Alyssa Devo, c'est aujourd'hui un lost media. C'était la chaîne d'une femme sans histoire, ou presque. À l'époque, elle vit à Myrtle Beach, en Caroline du Sud. Elle est en fin de vingtaine, elle est maquilleuse et réalise des tutos sur YouTube et sur Insta. Bref, c'est banal. Tout laisse à croire qu'elle partage une vie normale avec ses 2 enfants. Son entourage ne note rien d'étrange, ses proches la décrivent comme douce, un peu effacée peut-être, mais rien d'alarmant en vrai. Et puis un beau jour, en 2018, elle se rend à l'hôpital pour une infection située sur ses parties génitales. Alyssa est donc obligée de faire un examen gynécologique et les médecins découvrent quelque chose d'inattendu. En fait, des traces indiquent clairement qu'elle vient tout juste d'accoucher. Bizarre, parce que le problème, c'est qu'il n'y a aucun bébé, aucun signalement, aucun recensement, rien. Et quand le corps médical lui demande si elle a récemment eu un enfant, Alyssa nie en boucle. Évidemment, impossible de tromper les médecins là-dessus, il y a quelque chose de bizarre, la police est appelée. Très rapidement, Alyssa finit par avouer le pire. Elle vient tout juste d'accoucher quelques jours plus tôt, seule chez elle, et a simplement jeté le bébé à la poubelle. Il n'y a pas de mots. Mais si vous pensez que c'est terminé, pas encore. Parce que cet atroce crime qu'elle vient de commettre, elle l'a déjà fait 1 an plus tôt pour un autre de ses enfants décédé chez elle. À la police et à son procès, elle ne donnera aucune véritable raison, indiquant qu'elle ne savait pas quoi faire et était en proie à la panique. Bien sûr, ça ne convaincra personne et elle finira par s'acquitter de 40 ans de prison. Bon, il y a quand même des éléments un peu bizarres. Personne n'avait apparemment remarqué sa grossesse, ni sa famille, ni son copain de l'époque, personne. Pendant 2 ans, elle a pu mener une vie normale, tout en ayant 2 grossesses secrètes, 2 accouchements, 2 meurtres commis sous son toit. Et après son premier acte, elle est simplement retournée au travail, à ses stories sur Instagram, à ses tutos YouTube, comme si de rien n'était. Aujourd'hui, on trouve des artefacts de son contenu, des selfies, des petits réels qu'on peut retrouver sur d'anciens comptes, mais à notre connaissance, sa chaîne YouTube a totalement disparu et personne n'a en sa possession des archives de ses vidéos. Comme quoi, on ne sait jamais vraiment ce qui se cache derrière un écran. Encore merci à notre partenaire Oli, grâce à qui on peut vivre et qui nous permet de réaliser ce genre de vidéos.
Pour rappel, il s'agit vraiment d'une alternative propre, naturelle, sans sucre, sans taurine, respectueuse de l'environnement et surtout avec des arômes et des colorants 100% naturels. Il y a 3 gammes, énergie, iced tea, hydratation, donc forcément avec l'une d'entre elles, tu trouveras exactement ce dont tu as besoin. Un seul pot de boisson Oli équivaut à l'utilisation de 50 canettes, donc vraiment fini les montagnes de déchets, c'est un vrai plus. Alors si tout ça te tente, n'hésite pas à aller voir en description, il y aura tous les liens. Et bien sûr, grâce au code KRATOSEJO5, tu pourras bénéficier de 5% de réduction sur ta première commande et grâce au code KRATOSEJO, 10% sur toutes les suivantes. Vraiment, chaque commande montre à la marque que vous êtes une communauté engagée. Donc si vous avez besoin d'une alternative plus saine au soda, sachez que vous nous aidez directement à vivre en commandant avec ces codes. Merci à Oli, merci à vous et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.